Ma mère m'a lancé sèchement, nous ne sommes pas tes foutus serviteurs, alors que j'étais allongé, blessé, dans la maison que j'avais payée. Alors, je les ai mis dehors. Et ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. J'ai 33 ans, je suis un homme, soudeur de profession avec des mains calleuses et un dos qui a connu des jours meilleurs. En grandissant, j'étais le gamin qui ne se plaignait jamais. Mes parents m'ont appris que la famille passe avant tout, une leçon que j'ai prise au sérieux pendant que mes frères et sœurs, eux, semblaient avoir dormi pendant le cours. Je me suis défoncé pendant des années pour arriver là où j'en suis. Juste après le lycée, j'ai fait mon apprentissage chez Morgan Industrial, enchaînant les doubles gardes et les week-ends pendant que mes camarades d'université communautaire faisaient la fête. 6 ans à respirer de la poussière de métal, à me brûler les bras avec des scories, et à rentrer à la maison si épuisé que je m'endormais au milieu de ma douche. Mais j'ai économisé chaque foutu centime. Pas de vacances, pas de voiture de luxe, pas de tournée des bars, juste du travail et encore du travail. À 28 ans, j'avais assez pour un acompte sur ma maison. Rien de spectaculaire, juste 167 mètres carrés avec une isolation correcte, un atelier dans le garage, et un figuier dans le jardin qui a survécu, on ne sait comment, à mes piètres compétences en jardinage. Le jardin avait besoin de travail, et la cuisine avait des plans de travail tout droit sortis de 1982, mais les fondations étaient solides et le toit n'avait que 5 ans. Le jour où j'ai eu les clés, mes parents ne sont même pas venus pour la signature. Eleanor avait un rendez-vous chez le coiffeur, et cela avait apparemment la priorité. J'ai célébré seul avec un pack de 6 bières sur le sol de mon salon vide, mais je m'en fichais. L'hypothèque était gérable, et l'endroit était à moi. Entièrement à moi. Il y a 5 ans, mon père a perdu son emploi dans la logistique lorsque l'entreprise a réduit ses effectifs. L'arthrite de ma mère rendait son travail dans la vente au détail impossible. Ses doigts ne coopéraient plus avec la caisse enregistreuse, et elle ne pouvait plus rester debout pendant des quarts de travail complets. Ils avaient besoin d'un endroit où rester, juste pour quelques mois, le temps de se remettre sur pied. Étant le bon fils que j'ai été élevé pour être, je n'ai pas hésité. Ils m'ont élevé, donc leur donner un toit me semblait être la décence humaine la plus élémentaire. Quelle mascarade cela s'est avéré être. Ces quelques mois se sont étirés en années. Leur gratitude s'est évaporée comme la rosée du matin, remplacée par ce sentiment bizarre de droit acquis qui grandissait comme un cancer. Pas de loyer, pas de facture de service public, pas de courses, pas de contribution pour leurs médicaments. Je couvrais tout, jusqu'à leurs abonnements de streaming et leurs grains de café de qualité supérieure. Papa a développé un goût pour les mélanges de café exotiques qui coûtaient 18 $ la livre alors que je buvais toujours la marque du magasin à 3,99 $. Maman avait besoin de produits de nettoyage biologiques spéciaux parce que les produits ordinaires contenaient des toxines. Je leur ai donné la chambre principale avec la salle de bain attenante parce que le dos de ton père ne supporte pas le lit d'amis. J'ai emménagé dans la deuxième chambre, plus petite, et j'utilisais la salle de bain du couloir comme un visiteur dans ma propre maison. Si jamais j'abordais la question de l'argent, maman se serrait la poitrine comme si je lui avais demandé de donner un rein. Nous traversons une période difficile, disait-elle, me rappelant que la famille se soutient mutuellement, oubliant commodément que le soutien ne devrait pas être à sens unique. Puis il y avait mes frères et sœurs. Eleanor, 33 ans, une femme, mariée, vivant dans une maison à 2 étages que ses beaux-parents les avaient aidés à acheter à seulement 20 minutes de là. Son mari, John, travaillait dans la finance. Rien de spectaculaire, juste un cadre intermédiaire dans une banque régionale, mais il vivait assez bien. Eleanor avait cette façon de se pointer avec des Starbucks pour tout le monde sauf moi, prétendant qu'elle ne savait pas ce que j'aimais, bien que nous ayons grandi dans la même maison pendant 18 ans. Et Derek, mon frère de 24 ans, une sangsue professionnelle qui avait emménagé temporairement après avoir abandonné l'université communautaire pour la 3e fois, le gamin qui n'a jamais gardé un emploi plus de 6 semaines mais qui avait toujours le dernier équipement de jeu. Sa chambre ressemblait à une salle d'exposition de Best Buy. Quand je lui demandais comment il se payait tout ça, il se contentait de sourire d'un air suffisant et de dire qu'il avait un système. Je supposais que c'était des dettes de carte de crédit ou une combine louche. Je n'avais aucune idée à l'époque d'où venait réellement l'argent. Tous les deux pensaient apparemment que je dirigeais une auberge de charité. Ce qui avait commencé comme une aide à la famille s'était rapidement transformé en une pure et simple exploitation. Je n'avais simplement pas encore les couilles de l'appeler par son nom. Avec le temps, les petites choses se sont accumulées. Maman sortait mes vêtements du sèche-linge et les laissait en tas humide pour faire sécher ses chaussettes.
Papa monopolisait le salon avec des documentaires de guerre au volume maximum pendant mes appels professionnels. Derek jouait toute la nuit, son clavier mécanique cliquant comme une mitrailleuse jusqu'à 4 heures du matin. Quand je leur demandais de faire moins de bruit, maman marmonnait, « Si tu es si sensible, peut-être que tu devrais louer un vrai bureau. » C'était ma maison, mon hypothèque, mes règles. Sauf que ce n'était plus mes règles. La dynamique du pouvoir avait changé si progressivement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'elle soit complètement inversée. J'étais devenu le locataire dans ma propre maison. Eleanor venait tous les mois, non pas pour aider mais pour me faire la leçon comme si elle avait un doctorat en gestion familiale. « Nat, tu les gâtes trop », disait-elle en rejetant ses cheveux en arrière. « Tu ne devrais pas continuer à encourager ce comportement. » C'est fort de café, venant de quelqu'un qui ne prenait même pas la peine d'héberger ses propres parents. J'ai toujours eu envie de lui dire de les prendre chez elle si elle était si préoccupée, mais je ne l'ai jamais fait. Ses visites suivaient toujours le même schéma. Elle arrivait vers 10 heures du matin un samedi, quand elle savait que je serais à la maison. Elle traversait la maison, passant son doigt sur les surfaces, vérifiant la poussière, faisant de petits bums de désapprobation. Puis elle me coinçait dans la pièce où j'essayais de me cacher. Chaque fois que je demandais quand ils pourraient trouver leur propre logement, Eleanor retournait la situation contre moi. Ils t'ont élevé pendant 18 ans, et tu ne peux pas supporter quelques mois. Ils sont en difficulté, Nat. Où est ta compassion? Quelques mois. Cela faisait 5 ans. L'invasion était si complète que même ma routine matinale était devenue un champ de bataille. Je me levais à 5 heures du matin pour le travail, essayant de bouger silencieusement dans le noir. Maman apparaissait dans le couloir, les bras croisés, se plaignant du bruit que je faisais en préparant le café. Papa grognait si le ventilateur de la salle de bain le réveillait. 3 ans après leur arrivée, il y a eu l'incident du dîner d'anniversaire. Je sortais avec quelqu'un, Sarah, depuis environ 6 mois. Nous avions prévu un bon dîner à la maison pour célébrer. J'avais acheté des steaks, des boissons, tout le tralala, et j'avais dit à tout le monde que j'avais besoin de la cuisine et de la salle à manger ce soir-là. Je suis rentré du travail pour trouver mon père et Derek affalés dans le salon en train de regarder du sport. Des canettes de bière vides partout. Les steaks que j'avais achetés avaient disparu. Mes parents avaient invité Eleanor et son mari, avaient cuisiné ma nourriture, bu tout ce qu'il y avait et laissé la cuisine dans un état digne d'une maison de fraternité après la semaine des examens. Quand je les ai confrontés, ma mère a carrément ri. Tu peux avoir ton petit rendez-vous n'importe quel autre soir. Le dîner de famille était important. J'ai pété les plombs. J'ai commencé à faire leur bagage. Je leur ai dit qu'ils avaient jusqu'au matin pour trouver où aller. C'est là que les larmes ont commencé. Maman sanglotant sur le fait qu'ils seraient sans abri. Papa développant soudainement des douleurs à la poitrine. Eleanor débarquant avec John et leurs 2 enfants que je voyais rarement. Tous me regardant comme si j'étais un monstre. Tu jetterais vraiment tes propres parents à la rue, pourquoi? Quel genre de fils fait ça? Derek, ce petit con, était juste assis là, souriant d'un air suffisant alors que je reculais progressivement. J'ai fini par m'excuser auprès d'eux et par commander des pizzas pour tout le monde. Sarah n'a plus jamais rappelé après cette nuit-là. Et honnêtement, je ne pouvais pas la blâmer. Mon pote Jared a tout vu clair dès le premier jour. Nous sommes amis depuis le lycée. Il est plombier, aussi direct qu'on peut l'être, avec le tact d'une masse. Ta maison, c'est comme une convention de parasites, m'a-t-il dit un soir en buvant des bières dans mon garage, le seul espace qui me semblait encore un peu à moi. On te mène par le bout du nez, mec. J'en ai ri. Que pouvais-je faire d'autre? Admettre que ma propre famille m'utilisait? Sérieusement, a poursuivi Jared en pointant sa bière vers moi. La maison d'Eleanor a une chambre d'amis. Derek pourrait trouver un travail à retourner des hamburgers et se trouver des colocataires. Tes parents pourraient demander de l'aide sociale. Ils choisissent de ne pas le faire parce que tu es la voix de la moindre résistance. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Mais savoir et faire sont 2 choses différentes. La maison elle-même commençait à montrer des signes de négligence. Le garage, autrefois mon sanctuaire atelier, était devenu un dépotoir pour les affaires de tout le monde. Je suis rentré un jour pour trouver mon équipement de soudure poussé dans un coin, couvert des vieux manuels scolaires de Derek et des vêtements trop petits des enfants d'Eleanor. Quand j'ai essayé de dégager un espace pour travailler, maman est entrée et m'a dit que je faisais trop de bruit et que c'était inconsidéré.
Inconsidéré dans mon propre garage, dans ma propre maison. Mais j'ai gardé ma bouche fermée, j'ai continué à payer les factures, à faire des heures supplémentaires pour couvrir des dépenses qui ne cessaient d'augmenter, j'ai continué à croire que les choses s'amélioreraient, qu'ils se souviendraient que j'étais aussi une personne, pas seulement un portefeuille sur pattes. Ils ne s'en sont pas souvenus. Mon point de rupture est venu d'un bon vieil accident du travail. Un jeudi, nous fabriquions des poutres de soutien quand un grutier inexpérimenté a balancé trop vite une poutre en acier de 900 kg. J'ai essayé de m'écarter, mais 12 jours consécutifs d'heures supplémentaires avaient ralenti mes réflexes. La poutre a heurté mon côté gauche, m'écrasant contre une colonne, 3 côtes cassées, un bassin fracturé, des contusions internes et un poumon partiellement collabé. Quand j'ai repris connaissance à l'hôpital, le premier visage que j'ai vu n'était pas celui d'un membre de ma famille. C'était Jared, qui était venu directement d'un chantier. J'ai appelé tes parents, a-t-il dit, mal à l'aise. Ils ont dit qu'ils essaieraient de passer plus tard s'ils pouvaient trouver un moyen de transport. Trouver un moyen de transport ? Ma voiture était garée dans leur allée avec les clés dans le tiroir de la cuisine. Ils n'avaient que du temps, mais c'était trop d'efforts. L'assurance accident du travail a couvert les frais médicaux mais n'a payé que 70% de mon salaire, juste assez pour couvrir l'hypothèque et les factures de base, sans rien laisser pour les extras, comme nourrir 3 adultes qui ne contribuaient en rien. Après 5 jours à l'hôpital, ils m'ont renvoyé chez moi avec un plan de traitement et des analgésiques. Jared m'a conduit car ma famille prétendait être trop occupée ou pour venir me chercher. La première semaine à la maison était déjà assez terrible. Je pouvais à peine bouger sans que la douleur ne traverse tout mon corps. Mes médicaments devaient être pris avec de la nourriture à des heures strictes. J'avais noté les heures, laissé les notes sur le réfrigérateur et demandé, pratiquement supplié, que quelqu'un me le rappelle si je m'endormais. Personne ne l'a fait. J'ai manqué 2 doses, ce qui a fait monter ma douleur en flèche. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne m'avait pas rappelé, elle a soupiré comme si je lui demandais de pratiquer une chirurgie cérébrale. Je ne suis pas ton infirmière, Nat. Mets une alarme sur ton téléphone comme tout le monde. Mon téléphone était sur la commode, à 6 pas atroces du lit. Si pas que je ne pouvais pas faire sans aide. La deuxième semaine, je n'avais plus de vêtements propres. Je ne pouvais pas porter le panier à linge avec mes blessures. J'ai demandé à mon père s'il pouvait juste mettre une lessive en machine pour moi. Je m'en occuperai quand je pourrai, a-t-il dit sans détourner le regard de son documentaire de guerre. 3 jours plus tard, je portais toujours le même pantalon de survêtement. Jared a fini par venir faire ma lessive pour moi. Ta famille, c'est quelque chose, a-t-il marmonné en triant mes vêtements pendant que j'étais assis sur le bord du lit. J'ai vu des chiens négligés être mieux traités. Il a regardé autour de la pièce, remarquant l'accumulation de poussière, les verres d'eau vides que je ne pouvais pas porter jusqu'à la cuisine, les flacons de pilules que je pouvais à peine atteindre. Ce n'est pas juste de la paresse. C'est de la maltraitance de personnes âgées, sauf que tu n'es même pas vieux. Tu es juste blessé et dépendant de ces. Ils ne sont pas si terribles, ai-je dit par réflexe, le mensonge sonnant creux même à mes propres oreilles. Ma grand-mère avait des soins palliatifs qui étaient moins attentifs que moi en ce moment, a rétorqué Jared. Et je ne suis que ton copain de beuverie. Qu'est-ce que ça te dit sur les gens qui vivent réellement ici ? La 3e semaine a apporté son propre enfer. Derek avait des amis à la maison, des types bruyants et odieux qui jouaient aux jeux vidéo et se plaignaient que les femmes n'appréciaient pas les gentils garçons comme eux. Ils ont envahi le salon, la cuisine, et ont même commencé à utiliser ma salle de bain parce qu'elle était plus proche. Quand je leur ai demandé de faire moins de bruit parce que le vacarme me faisait mal à la tête, l'un d'eux, un type barbu que je n'avais jamais rencontré, a eu le culot de me dire « Détends-toi, mon pote. Ce n'est pas comme si tu étais en train de mourir ou quoi que ce soit. » Derek a ri. Mon frère a ri d'un étranger qui me manquait de respect dans ma propre maison. Je suis rentré de l'hôpital, à peine capable de bouger. La maison était dans son chaos habituel. Maman criait après le micro-ondes après y avoir de nouveau mis du métal, la cuisine sentant le plastique fondu. Papa dormait sur le canapé avec un sandwich à moitié mangé sur la poitrine et le film Platoon hurlant si fort que les fenêtres tremblaient. Derek criait dans son casque de jeu, sa voix portant dans toute la maison. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les analgésiques atténuant à peine la douleur, et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me préparer quelque chose à manger. Juste un sandwich, juste cette fois. Je ne pouvais physiquement pas atteindre les placards de la cuisine sans une douleur atroce.
Ma mère a levé les yeux de son téléphone et a dit « Nous ne sommes pas tes foutus serviteurs, Nat. » Pas avec colère, mais avec cet ennui dédaigneux, comme si je lui avais demandé de frotter les toilettes avec sa brosse à dents. Papa n'a rien dit, comme d'habitude. Derek a ricané sans détourner le regard de son jeu. Eleanor, qui se trouvait là pour ses leçons habituelles, n'a même pas levé les yeux de son téléphone en disant « Peut-être que tu devrais préparer tes repas à l'avance la prochaine fois, Nat. » Planifier est la base de la vie d'adulte. J'aimerais pouvoir dire que j'ai finalement craqué, que j'ai jeté des objets, ou que je leur ai dit à tous d'aller au diable, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, m'agrippant au mur pour me soutenir, et j'ai dit « D'accord. » C'est tout. Je me suis traîné jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte. Mon téléphone a vibré. Jared, qui prenait des nouvelles. C'était lui qui m'avait ramené de l'hôpital, qui avait organisé la livraison des ordonnances, qui semblait vraiment s'en soucier. J'ai répondu par texto que j'allais bien. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond que j'avais peint moi-même quand j'avais emménagé, et j'ai réalisé que je n'étais pas seulement brisé physiquement. J'étais brisé de toutes les manières qui comptaient. J'avais tout donné à des gens qui ne me voyaient que comme une ressource, une maison, un portefeuille, un serviteur. J'étais devenu un étranger dans la maison que j'avais construite, la vie que j'avais créée. Et pourquoi ? Pour des gens qui ne pouvaient même pas me faire un sandwich quand j'étais blessé. J'ai décidé sur le champ, ils devaient partir. Tous. Pas de discussion, pas de seconde chance, pas de négociation. Ils en avaient assez pris. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis concentré sur ma guérison, suffisamment pour exécuter mon plan. À la 4e semaine, je pouvais bouger sans douleur constante. Je me suis réveillé avant tout le monde ce matin-là et j'ai fait du café, malgré la douleur aiguë occasionnelle dans mes côtes. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti en paix dans ma propre maison. Alors, je suis passé à l'action. D'abord, j'ai appelé un avocat, un type du coin spécialisé dans les litiges entre propriétaires et locataires. Il m'a expliqué que même sans bail formel, les membres de ma famille étaient légalement des locataires. Je devais leur signifier un préavis en bonne et due forme. 30 jours, c'est la norme, a-t-il dit, mais étant donné qu'il n'y a pas de contrat de location et qu'ils n'ont rien payé, nous sommes sur un terrain solide. Je vais rédiger l'avis d'expulsion aujourd'hui. Il m'a prévenu que les expulsions familiales sont compliquées, plus compliquées que les problèmes de locataires standards. Ils utiliseront tous les leviers émotionnels qu'ils ont, a-t-il dit. Soyez préparés à cela, et documentez tout, chaque conversation, chaque réaction. S'ils endommagent quoi que ce soit, prenez des photos immédiatement. Ensuite, j'ai appelé Jared. Il est venu immédiatement, m'aidant à déplacer les papiers importants et les objets de valeur dans un garde-meuble. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il a juste hoché la tête et m'a demandé ce dont j'avais besoin d'autre. Tu sais qu'ils vont tous péter un câble, n'est-ce pas, a-t-il dit prudemment, en m'aidant à monter dans son camion. Eleanor va devenir folle furieuse. Ta mère va probablement essayer de prétendre qu'il y a de la maltraitance de personnes âgées ou quelque chose d'aussi ridicule. Je sais, ai-je répondu. Je n'en ai plus rien à faire. Jared a souri, le premier vrai sourire que j'avais vu depuis des semaines. Il était temps. Bienvenue au pays du respect de soi. Il est entré dans le parking du garde-meuble. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce ne sera pas joli, mais c'est nécessaire. Nous avons méthodiquement parcouru ma liste, les relevés bancaires montrant tous mes paiements pour leurs dépenses, copiés et stockés hors site, les photos de famille et les héritages qui comptaient vraiment pour moi. J'ai mis en sécurité les documents importants d'actes de naissance, titres de propriété, police d'assurance, tous enfermés en lieu sûr où les crises de colère ne pouvaient pas les atteindre. J'ai changé tous mes mots de passe, mis en place l'authentification à 2 facteurs sur chaque compte, et j'ai appelé la société de crédit immobilier et mon agent d'assurance pour m'assurer que personne d'autre que moi ne pouvait faire de changement. De petites fortifications contre la tempête que je savais imminente. Les avis d'expulsion sont arrivés par courrier recommandé le lendemain, un pour mes parents, un pour Derek. Je les ai posés sur la table de la cuisine où ils ne pouvaient pas être manqués, puis je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. L'explosion est arrivée exactement comme prévu. Maman gémissant comme si je l'avais physiquement attaquée. Les pas lourds de papa arpentant le couloir. Derek martelant la porte de ma chambre, menaçant de me démolir une fois que je sortirais. Eleanor est arrivée 1 heure plus tard,
défonçant pratiquement la porte d'entrée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié à travers la porte de ma chambre. C'est de la violence psychologique, Nat. Ils n'ont nulle part où aller. J'ai répondu par texto, ils peuvent aller chez toi. Tu as plein de place. C'est différent, a-t-elle répondu immédiatement. Nous avons nos routines. John ne le supporterait pas. Bien sûr que John ne le supporterait pas, ai-je répondu. Moi non plus si on m'avait donné le choix. Je suis resté dans ma chambre cette nuit-là, la porte verrouillée. Jared m'a apporté à manger et à vérifier mes pansements. Ma famille faisait rage dehors comme une tempête. Je pouvais les entendre comploter, essayant de trouver un moyen de me faire reculer. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à de la colère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le sabotage. Le lendemain matin, j'ai trouvé la cuisine inondée. Quelqu'un avait bourré des essuie-tout dans l'évier et laissé l'eau couler. Les meubles du salon avaient été réarrangés pour bloquer les passages, difficiles à naviguer pour n'importe qui, presque impossible pour quelqu'un avec un bassin fracturé et des côtes cassées. Derek a souri d'un air suffisant quand il m'a vu lutter. Oups. On dirait qu'on est tous maladroits ces jours-ci. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris des photos de tout. De la documentation pour ce qui allait suivre. Pendant 2 semaines, la situation a dégénéré. Il montait le chauffage à 29 degrés Celsius pendant la journée, puis mettait la climatisation à 16 degrés la nuit. Il débranchait accidentellement Internet pendant mes rendez-vous de télésanté. Il laissait de la nourriture pourrir dans ma chambre quand j'étais sorti avec Jared. Eleanor venait tous les jours, alternant entre une fausse inquiétude et une hostilité ouverte. Voilà ce qui arrive quand tu agis de manière impulsive, disait-elle. Si seulement tu nous avais parlé d'abord, nous aurions pu trouver une solution. Parler ? Comme si je n'avais pas essayé de discuter des limites pendant 5 ans. Je me suis tenu à une stratégie simple, tout documenter, ne rien dire. J'ai installé des caméras de sécurité dans les parties communes, parfaitement légales dans ma propre maison, comme l'a confirmé mon avocat. J'ai configuré l'enregistrement déclenché par le mouvement sur mon téléphone pour quand je devais quitter ma chambre. Puis est venu le point de rupture. Je me reposais après une séance de kinésithérapie particulièrement douloureuse quand j'ai entendu du verre se briser. Je me suis traîné jusqu'au couloir pour trouver Derek en train de frapper le mur du salon avec un marteau. Oups, a-t-il dit, les yeux fous d'une sorte de triomphe malsain. On dirait qu'on endommage ta précieuse maison maintenant. C'en était trop. J'ai appelé la police et Jared, dans cet ordre. Les agents qui sont intervenus étaient professionnels mais clairement agacés d'être appelés pour un conflit familial jusqu'à ce qu'ils voient mon état de santé, la destruction, et les avis d'expulsion. Ça change les choses, a dit un agent à voix basse. Destruction de biens, harcèlement d'une personne blessée, violation d'un avis d'expulsion légale. Ils ont donné le choix à ma famille, partir immédiatement et pacifiquement, ou faire face à des accusations. Mes parents ont choisi la première option. Derek a choisi l'escalade, hurlant que je n'étais rien sans eux, qu'il m'avait fait. Il est parti menotter, accusé de destruction de biens et de comportements menaçants. Mes parents sont partis avec leurs valises, Eleanor les suivant comme un directeur de pompe funèbre. Tu le regretteras, a-t-elle crié en partant. Quand tu seras vieux et seul, souviens-toi de ce moment. La porte s'est refermée derrière eux. Le silence était assourdissant. Pas de film de guerre, pas de rage de joueur, pas de soupir passif-agressif. Pour la première fois depuis des années, ma maison me semblait de nouveau à moi. Alors que je me réinstallais dans ma routine de convalescence, mon téléphone a vibré avec un message d'une source inattendue, la sœur de ma mère, ma tante Nora. Nous parlions rarement. Elle vivait à plusieurs états de distance et ne contactait que pour les vacances ou les urgences. Quand j'ai vu son nom, mon estomac s'est noué. J'ai ouvert le message en m'attendant à une condamnation, mais ce que j'ai lu m'a laissé abasourdi. Nat, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je ne prends pas parti, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. S'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Je l'ai appelé immédiatement. Nat, a-t-elle répondu dès la première sonnerie. Est-ce que tu vas bien? Aussi bien qu'on peut l'être avec des côtes cassées et sans famille, ai-je dit. À ce sujet, a-t-elle répondu. T'es-tu déjà demandé comment tes parents se sont débrouillés financièrement pendant toutes ces années en vivant avec toi? Ou comment Eleanor a pu se payer cette maison? Je ne m'étais jamais posé la question, en fait.
J'avais supposé que le mari d'Eleanor gagnait bien sa vie. Quant à mes parents, je pensais qu'ils avaient une épargne retraite ou quelque chose du genre. Ta grand-mère n'a pas seulement laissé quelques souvenirs en mourant, a poursuivi Nora. Elle a laissé près de 750 000 $ en biens et en espèces à diviser entre ta mère, tante Allais, et toi. Mon esprit est devenu vide. Quoi? Oui, Nat. Tu avais droit à environ 250 000 $. Personne ne te l'a dit parce que ta mère a convaincu tout le monde que tu n'étais pas encore assez responsable. Elle et Eleanor allaient le gérer ou pour toi jusqu'à ce que tu sois installé. C'était il y a 8 ans, juste avant que tu achètes ta maison. Je me suis assis lourdement sur mon lit, la douleur dans mes côtes devenant soudainement insignifiante par rapport à cette nouvelle information. Tu es en train de dire qu'ils m'ont caché mon héritage pendant 13 ans. C'est exactement ce que je dis. Et c'est pire. Ils ne te l'ont pas seulement caché, ils l'ont dépensé. Ils ont remboursé le prêt immobilier d'Eleanor, financé les tentatives universitaires ratées de Derek, et couvert les dettes et la retraite anticipée de tes parents. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais travaillé après avoir emménagé chez toi. Ils n'en avaient pas besoin. Tout a soudainement pris sens, les commentaires bizarres sur le fait que je n'étais pas fiable avec l'argent, Eleanor se moquant de moi comme si j'avais besoin d'une surveillance financière, le manque total d'intérêt de mes parents à trouver du travail. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Parce que je n'avais pas toute l'histoire jusqu'à récemment, a dit Nora. Allais a finalement tout avoué après que ta mère a commencé à déformer ce qui s'était passé avec l'expulsion. Et honnêtement, j'avais peur de déclencher une guerre familiale. Je pensais qu'il t'aidait peut-être financièrement d'autres manières. J'ai ri amèrement. Il ne m'aidait pas. Je les soutenais pendant qu'ils dépensaient mon argent. Après un long silence, Nora a repris la parole. J'ai une copie du testament et une déclaration sous serment de Allais sur ce qui s'est réellement passé. Si tu veux poursuivre cela en justice, nous te soutiendrons. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine, m'épuisant le corps pour me payer une maison modeste, ma propre famille était assise sur de l'argent qui m'appartenait de droit, de l'argent qui aurait pu me rendre la vie considérablement plus facile. Mon téléphone a sonné avec un nouvel courriel d'Eleanor. L'objet était en majuscule, tu n'as aucune idée accent aigu DECE que tu as fait. Le message était bref mais révélateur, tu agis comme si tu avais été lésé. La vérité, c'est que tu es égoïste. Tu as toujours été comme ça. Maman et papa avaient bien plus besoin de cet argent que toi. Ils t'ont donné la vie. Ils y avaient droit en totalité. Tout ce que tu as jamais fait, c'est te plaindre qu'ils vivent sous ton toit. Tu penses que les maîtres dehors fait de toi quelqu'un de noble? Ça te rend pathétique. Et si tu comptes poursuivre cette absurdité dont Nora t'a parlé à propos de l'argent, souviens-toi de ceci, nous ne sommes pas les seuls à avoir quelque chose à perdre. J'ai transféré le courriel à mon avocat avec 5 mots, nous avons plus de travail. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la douleur physique, qui était gérable avec les médicaments, mais à cause du poids de la trahison. Je m'étais trompé. Il ne s'agissait pas de membres de la famille qui profitaient de ma générosité. C'était du vol, et j'allais récupérer ce qu'ils m'avaient pris. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat que Nora m'avait recommandé, Thomas, spécialisé dans la fraude successorale et les litiges financiers familiaux. Nous nous sommes rencontrés à son bureau en ville, et j'ai tout apporté, les copies du testament que Nora m'avait envoyé, mes relevés bancaires montrant des années de paiement pour leurs dépenses, et tous les messages où il laissait entendre que je n'étais pas assez responsable pour gérer mon propre argent. Thomas a haussé un sourcil en lisant les preuves. Ils ont été assez flagrants à ce sujet, n'est-ce pas? Il ne pensait pas que je riposterais, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Cela nous donne un avantage. Il s'est avéré que ma mère et Eleanor n'avaient pas seulement convaincu tante Allais de les laisser gérer ma part. Elles avaient créé un faux document, une lettre prétendument de moi pendant ma dernière année d'université, disant que j'avais volontairement renoncé à ma part de la succession. La signature ressemblait à celle de quelqu'un qui aurait décalqué mon écriture d'une vieille carte d'anniversaire. Le langage était rigide et formel, utilisant des termes que je n'utiliserai jamais. La date correspondait à une période où je travaillais pour l'été dans une usine de fabrication à 2 états de distance. Je n'étais même pas en ville lorsque cette prétendue lettre a été écrite. « Voulez-vous porter plainte ?» a demandé Thomas à voix basse. Faux et usage de faux, vol, tromperie financière. Ce sont des crimes graves.
C'était une question à laquelle je n'aurais jamais imaginé devoir répondre à propos de ma propre famille. J'ai pensé aux anniversaires que j'avais passés seuls pendant qu'ils étaient en vacances à Cancun, à la fois où j'ai manqué un rendez-vous médical parce qu'ils avaient emprunté ma voiture sans demander et l'avaient rendue vide, au manque de respect constant de Derek, à la condescendance d'Eleanor, à ma mère refusant de me faire à manger alors que je ne pouvais physiquement pas bouger après une grave blessure. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Oui. Pour tout. La procédure judiciaire a duré 8 semaines. Thomas a tout documenté méthodiquement. Allais a fourni une déclaration sous serment selon laquelle l'argent devait être partagé équitablement en 3 et qu'elle avait été trompée sur mes intentions. Nora a partagé de vieux messages de groupes familiaux où ma mère et Eleanor discutaient de gérer la part de Nat ensemble. J'ai soumis des relevés bancaires montrant mon soutien pour eux, des rapports médicaux détaillant mes blessures, et les courriels menaçants d'Eleanor. Quand Eleanor a reçu la citation à comparaître, elle a utilisé toutes les tactiques de manipulation de son répertoire, la supplication, ça va détruire la famille, Nat, la colère, tu nous déchires. Grand-mère détesterait ça, et enfin, le silence. Mes parents ont d'abord essayé la culpabilité, puis le déni. Nous allions te le dire, a affirmé ma mère au téléphone. Nous attendions le bon moment. Le bon moment ? Après 13 ans et 5 ans à vivre sans payer de loyer dans ma maison. L'affaire a éclaté au grand jour lors d'une déposition quand ma mère, nerveuse et sur la défensive, a commis une erreur critique. Interrogée sur la lettre que j'étais censé avoir écrite, elle a admis qu'elle l'avait légèrement ajustée pour la rendre plus officielle. Thomas a sauté sur cette erreur. Donc, pour clarifier, Nat n'a pas écrit cette lettre lui-même. Elle a essayé de faire marche arrière. Eh bien, il a dit quelque chose comme ça une fois. Je l'ai juste formalisé. Donc vous avez écrit la lettre, a insisté Thomas. Je l'ai améliorée, a-t-elle balbutié. C'est tout ce dont il avait besoin. Tout s'est effondré après ça. Les relevés bancaires ont montré des virements intitulés par de Nat qui sont allés directement rembourser l'hypothèque d'Eleanor et financer des vacances familiales. Les déclarations de revenus ont révélé des comptes de retraite anticipés que mes parents avaient établis en utilisant mon héritage. Les relevés de cartes de crédit ont montré que l'équipement de jeu de Derek et la voiture d'Eleanor avaient été achetés avec mon argent. Le processus judiciaire a duré plus longtemps que prévu. J'ai dû prendre plus de congés pour les dépositions et les audiences, épuisant les congés maladie que j'avais accumulés au fil des ans. Mes côtes ont guéri plus vite que la procédure judiciaire n'avançait. Je suis retourné au travail après avoir obtenu l'autorisation médicale, mais avec des restrictions. L'entreprise m'a mis à des tâches légères, surveillant le contrôle qualité depuis un bureau dans un coin de l'atelier. Le salaire était le même, mais regarder les autres faire ce que je faisais avant me piquait plus que je ne voulais l'admettre. Pendant ce temps, l'affaire judiciaire suivait son cours. Eleanor a tenté de prétendre que l'argent qui lui avait été donné était un cadeau de mes parents, pas mon héritage. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils avaient prévu de me rembourser un jour. Derek, lors de sa déposition, a simplement haussé les épaules et a dit qu'il n'avait aucune idée d'où venait son équipement de jeu. Maman et papa l'ont acheté, était sa seule réponse à tout. Le juge n'a pas été impressionné par leurs excuses. Le verdict est tombé en un mois. Ma mère, mon père et Eleanor ont été condamnés à rembourser la totalité de ma part avec intérêt à près de 300 000 $. Ils ont également été sanctionnés pour faux et usage de faux et contraints d'écrire des excuses formelles pour le dossier du tribunal. Quand le jugement est tombé, je n'ai pas ressenti le triomphe que j'attendais, juste un vide, comme si j'avais gagné une bataille dans une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. 2 semaines après le jugement, ils se sont présentés chez moi sans prévenir, tous les 3. J'étais encore en convalescence mais je pouvais me déplacer avec une canne à ce moment-là. J'ai ouvert la porte mais je suis resté derrière la chaîne de sécurité. Le visage d'Eleanor était rouge de cette colère moralisatrice que je connaissais trop bien. Papa avait l'air abattu, les yeux rivés au sol. Maman pleurait, mais c'était le genre de larmes qui apparaissent sur commande quand on en a besoin. Tu as détruit cette famille, a commencé Eleanor, la voix tremblante. J'espère que tu es heureux maintenant. Que voulez-vous, ai-je demandé d'un ton plat. Nous sommes venus te faire entendre raison, a-t-elle répondu. Ce procès, prendre tout cet argent, c'est méprisable, Nat, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai presque ri. Tout ce que vous avez fait ? Comme voler mon héritage, vivre sans payer de loyer dans ma maison pendant 5 ans, et refuser de m'aider quand j'étais blessé ? Nous t'avons donné la vie, a lancé ma mère. Nous t'avons élevé,
et c'est comme ça que tu nous remercies? En te plaignant du moindre sou pour ta propre famille. Papa a finalement pris la parole. Tu dois laisser tomber ça. La famille est plus importante que l'argent. C'est fort de café venant des gens qui m'ont volé 250 000 $, ai-je répondu. Où était ce sentiment quand vous falsifiez des documents avec mon nom dessus? Espèce d'ingrat, a craché Derek, apparaissant derrière eux. Tu te crois meilleur que nous? Tu n'es rien. Rien. Un calme étrange s'est emparé de moi. J'ai besoin que vous partiez tous maintenant. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas vu la raison, a insisté Eleanor, essayant de nouveau de pousser la porte. J'ai levé mon téléphone, leur montrant l'application de sécurité avec leurs images clairement affichées sur le porche. J'enregistre tout ça. Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété, ou j'appelle la police. C'est votre choix. Ils ont hésité, se regardant les uns les autres. Le tribunal a déjà statué, ai-je poursuivi. Les virements d'argent ont déjà commencé. Rien de ce que vous direz maintenant ne changera quoi que ce soit, sauf si vous partez avec un peu de dignité ou à l'arrière d'une voiture de patrouille. Maman s'est mise à sangloter plus fort. Derek a donné un coup de pied dans une de mes plantes de Porsche, brisant le pot. Papa avait juste l'air fatigué. Eleanor m'a fusillé du regard une dernière fois. Ce n'est pas fini. En fait, si, ai-je répondu et j'ai fermé la porte. J'ai regardé à travers le flux de sécurité alors qu'ils se disputaient sur le porche pendant une autre minute avant de finalement remonter dans le véhicule utilitaire sport et de partir. Le lendemain, j'ai demandé une injonction d'éloignement. Le juge l'a accordé sur la base des images de sécurité et de la destruction de biens antérieurs de Derek. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de ma maison ou de mon lieu de travail. Eleanor a qualifié cela d'excessif dans un message texte. J'ai appelé cela la tranquillité d'esprit et j'ai bloqué son numéro. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille élargie. La plupart ont pris leur distance, ne voulant pas prendre parti, mais quelques-uns ont tendu la main de manière inattendue. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont envoyé des messages de soutien. Un oncle a appelé et a dit « J'ai toujours soupçonné que quelque chose clochait avec cet héritage. Ta grand-mère serait fière de toi de t'être défendu. » Cela signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Des parents qui avaient toujours favorisé Eleanor et Derek ont commencé à m'envoyer des messages de soutien. Un cousin a appelé et a dit « Je me suis toujours demandé comment il se payait ce style de vie. Maintenant, ça a du sens. » Mes parents ont fini par rester temporairement chez Eleanor et son mari, John. Bien sûr, le karma a un sens de l'humour comme ça. En 2 mois, John avait atteint son point de rupture. Selon des amis communs, il a donné un ultimatum à Eleanor, ses parents partent, ou il partirait. Eleanor a choisi ses parents. John a demandé le divorce 3 semaines plus tard. Personne n'a été particulièrement surpris quand Eleanor a perdu la maison dans le règlement du divorce, les parents de John avaient fourni la majeure partie de la compte, et son nom était le principal sur l'hypothèque. Elle a tenté de prétendre que l'argent qu'elle avait contribué au mon argent, s'est-il avéré devait compter pour sa part, mais le juge des affaires familiales n'a pas été sympathique, surtout après avoir vu la copie de notre affaire judiciaire. Ils ont fini tous les 3 par louer un appartement de 2 chambres ensemble. L'ironie n'a échappé à personne. Ils étaient passés de vivre sans loyer dans ma maison à payer le prix du marché pour moins d'espace. Derek a dû trouver un travail dans un entrepôt local à charger des camions. Mon père a commencé à conduire pour une société de covoiturage. Ma mère a trouvé un travail à temps partiel comme réceptionniste, toutes des choses qu'ils auraient pu faire des années auparavant mais qu'ils ont choisi de ne pas faire parce que j'étais l'option la plus facile. Pendant ce temps, je guérissais, à la fois physiquement et mentalement. La maison semblait de nouveau paisible. Le figuier prospérait. J'ai converti l'ancienne chambre de Derek en salle de sport à domicile pour ma kinésithérapie. J'ai installé des fonctionnalités de maison intelligente qui me permettaient de tout contrôler depuis mon téléphone quand les mouvements étaient difficiles. Jared venait régulièrement, apportant de la nourriture ou s'asseyant simplement dans un silence complice pendant que nous regardions des matchs. « Tu sais ce que j'aime dans ta maison maintenant ?» a-t-il demandé une fois. « On sent vraiment qu'elle est à toi. » Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais pas dans un espace occupé par des gens qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter. Le travail s'est amélioré aussi. Mes restrictions ont été levées progressivement, et je suis retourné à mes tâches de soudure habituelles. L'entreprise avait installé de nouveaux protocoles de sécurité après mon accident,
y compris une meilleure formation pour les grutiers. Mon superviseur m'a offert un poste pour former les nouvelles recrues avec une modeste augmentation de salaire. Je l'ai accepté sans hésiter. 6 mois après le jugement, un courriel est arrivé du nouveau compte de mes parents. L'objet était simple, nous sommes désolés. Le message était bref, Nat, nous savons que nous t'avons terriblement traité. Nous avons profité de ta gentillesse et trahi ta confiance. Nous sommes vraiment désolés pour tout ce que nous avons fait. Nous espérons qu'un jour les choses pourront s'arranger entre nous. Tu nous manques. Maman et papa. J'ai cliqué sur supprimer sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, devraient le rester. L'argent est finalement arrivé, transféré directement sur mon compte conformément à l'ordonnance du tribunal. J'en ai utilisé une partie pour terminer les rénovations de la maison que j'avais reportée pendant des années, nouvelle isolation dans le grenier, un chauffe-eau qui ne sonnait pas comme un moteur à réaction, des fenêtres qui gardaient réellement la chaleur en hiver. Le reste est allé dans des investissements, des fonds indiciels, des comptes de retraite, même une petite propriété locative à quelques villes de là, des choses qui construiraient un patrimoine lentement mais sûrement. Je me suis offert une petite folie, une moto correcte, rien de tape à accent graveleuil, juste fiable, quelque chose qui était entièrement à moi, dont personne d'autre n'avait les clés ni de prétention dessus. Le dimanche, je montais dans les collines, sentant le moteur vrombir sous moi et le vent sur mon visage. La liberté dans sa forme la plus pure. Il y avait encore des moments difficiles. Les vacances passaient sans réunion de famille. J'étais invité au dîner de Thanksgiving et aux fêtes de Noël de mes collègues, j'acceptais parfois, je refusais d'autres fois, et je me suis créé de nouvelles traditions qui n'impliquaient pas de feindre une harmonie là où il n'y en avait pas. Parfois, je pense à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment s'ils avaient simplement été honnêtes depuis le début, s'ils m'avaient traité avec un respect élémentaire, s'ils m'avaient vu comme un fils plutôt que comme un filet de sécurité. Mais ces pensées ne m'empêchent plus de dormir la nuit. La douleur s'est estompée. Plus important encore, j'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par le respect, par le soutien mutuel. Jared est passé la semaine dernière avec des plats à emporter. Tu as vécu comme un moine, a-t-il dit en déposant un sac de hamburgers sur la table basse. Il est temps de te remettre en selle. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il est temps de construire quelque chose de nouveau. Après tout, la maison est enfin de nouveau à moi. Et cette fois, je la garde.